Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Je me présente, je m'appelle Mouad Alam, je suis Senior Software Engineer chez Algolia. Qu'est-ce que je fais chez Algolia? Je fais plein de choses. Parmi les choses sur lesquelles je travaille, c'est le développement de librairies. Parmi ces librairies, il y a les librairies JVM. Et parmi les librairies JVM, il y a Kotlin, d'où mon talk aujourd'hui. Alors, l'idée du talk, m'est venue en me demandant qu'est-ce que je m'aurais dit il y a 2-3 ans, lorsque j'ai commencé le développement de librairies. Qu'est-ce que je m'aurais dit? Voilà. Et le talk, en fait, c'est un peu un message à moi-même il y a 2-3 ans. Voilà. D'abord, avant d'aller plus loin, pourquoi une librairie? Une première question. Qui a déjà utilisé une librairie? Si vous n'avez jamais utilisé de librairie, je serais vraiment curieux de comprendre, d'avoir votre histoire. Ok, deuxième question. Qui a déjà développé une librairie? Ah, bah du coup, ça veut dire que j'aurai de l'aide après pour avoir les questions et les réponses. C'est parfait, c'est nickel. Donc, première question, c'est pourquoi développer une librairie tout court? Je pense que la réponse la plus simple, et la plus répandue, c'est qu'on veut partager du code et avoir du code réutilisable. Bien évidemment, l'idée c'est quoi? Nous avons un ensemble de fonctions, méthodes, tout ça, une logique qu'on souhaite partager avec d'autres équipes, d'autres projets. Et l'idée, c'est bien entendu, c'est de réduire la duplication de code, augmenter la réutilisabilité du code, ainsi de suite. Ça, c'est, je pense, le cas le plus standard qu'on a tous. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise principalement des librairies, beaucoup de librairies. Deuxième raison pourquoi, c'est pour fournir une abstraction. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que nous avons un ensemble du code qui fait quelque chose d'assez complexe. Et ce qu'on veut, c'est de fournir une abstraction sur cette complexité-là. Et du coup, ce qu'on va faire, on va créer une librairie qui va nous permettre, qui va interfacer un peu. C'est une interface entre le code complexe et les utilisateurs. Ça peut être du code Kotlin toujours, comme ça peut être autre chose. Par exemple, dans le cas d'Algolia, c'est des SDK, c'est des librairies pour accéder à des API. On veut que nos utilisateurs soient capables d'utiliser les API d'une façon bien précise, on a du retry stratégie, des trucs comme ça, on a une logique spécifique, du coup on fournit une librairie. Un autre cas que j'ai eu il y a quelques années, c'était par exemple pour communiquer avec du hardware. Ce hardware-là avait un protocole propriétaire exotique. Du coup, l'idée, c'est d'éviter de se casser trop la tête avec ça. On a une librairie qui va nous permettre d'avoir un accès direct à ça. Donc voilà, la troisième raison, c'est nous avons un problème que nous avons rencontré. On se dit, ah tiens, ça serait bien d'avoir ça en librairie et de le partager avec d'autres utilisateurs. Un exemple concret. Il y a quelques années, j'avais besoin d'implémenter du gzip. C'est quoi? Je prends une chaîne de caractères, 10 dans mon cas, et de compresser ça, et voilà. Faire ça, j'essaie de faire ça avec Kotlin multiplateforme d'ailleurs, et avec Java c'était simple, avec le reste des plateformes c'était la galère. Chaque plateforme a sa propre façon de le faire, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, ah, ça serait bien d'avoir ça en librairie, que je pourrais moi-même déjà utiliser plus tard, et d'autres peuvent utiliser et contribuer, ainsi de suite. Donc, pourquoi développer une librairie? C'est nous avons un problème que nous avons constaté, et on s'est dit, ah, ça serait bien d'avoir une réponse, une librairie qui permet de fixer ce problème-là. Voilà, donc, takeaways de cette partie-là du talk. Pourquoi on fait des librairies? Un, pour réutiliser du code, et le partager du code, ou bien pour avoir des interfaces, pour simplifier l'accès à des features, à des librairies, à de la logique. Et finalement, en faisant ça, et si on fait de l'open source, ou bien même si on ne fait pas de l'open source, on peut avoir du feedback d'autres utilisateurs. Ok, maintenant c'est décidé, on a l'idée, on sait pourquoi faire une librairie. Comment on fait une librairie alors? Comment on design une librairie? Première chose, c'est de définir le scope. L'idée ici, c'est quoi? C'est il faut que notre librairie fasse une seule chose
et que ça soit fait bien. Les meilleures librairies sont ceux qui adhèrent à ce concept-là. Pourquoi? Parce que ça permet d'être clair sur ce que la librairie fait et que ça soit efficace et surtout d'éviter plus tard d'ajouter n'importe quoi dans la librairie. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas un symptôme de librairie, mais c'est un symptôme de développement tout court. On a toujours quelqu'un qui se dit « ça serait bien d'avoir cette feature-là, ça serait bien d'ajouter ça ». Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, notre librairie, elle résout un seul problème, mais elle le fait très très bien. OK. Deuxième chose, puisqu'on fait du Kotlin, lorsqu'on développe une librairie, qu'est-ce qu'on fait réellement? Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'écrire une API. C'est ça qu'on fait. Le développement de librairie consiste à développer une API. En Kotlin, ça correspond pratiquement à quoi? Ça correspond à tout ce qui est accessible par vos utilisateurs. Classes, constructeurs, properties, functions, enum, objets, interfaces. Pour les fonctions, les types, les paramètres, les types des paramètres, l'ordre des paramètres, le type du retour de la fonction. Tout ce que votre utilisateur peut utiliser, ça fait partie de la public API. Donc, tout ce qu'on design, tout ce qu'on fait, doit prendre en compte ce point-là. Ça va d'ailleurs influencer pas mal de nos décisions plus tard. Alors, je sais ce que je dois faire, c'est, en tant que développeur de librairie, je dois écrire des API, mais comment je fais? Y a-t-il des guidelines? C'est ce que ce slide essaie de faire passer comme message, c'est qu'on a quelques règles à suivre et des choses à faire. Principalement, ce qu'on veut dans une API, c'est que ça soit lisible et prédictible. Pourquoi? L'idée, c'est de réduire la complexité cognitive que vos utilisateurs vont avoir besoin pour utiliser la librairie. Il faut que votre API soit débuggable, il faut que ça respecte la backward compatibilité. Alors, pour être honnête avec vous, ce slide-là, j'ai commencé à faire des slides. J'en ai fait, je pense, une dizaine, comme ça. Et par hasard, j'ai tombé sur ça. C'est un truc qui date pas de 10 mois. Lorsque moi j'ai commencé, on n'avait pas ça, mais qui dit un peu des guidelines de ce style. Ça veut dire, c'est dit par exemple, utiliser un builder DSL pour faire vos API, n'utilisez pas de booléens dans vos fonctions, ainsi de suite. Ajoutez toujours de toString dans vos classes, ainsi de suite. Pour cette partie-là, je vais vous laisser regarder ça de votre côté. Bon, ça m'a économisé 10 minutes de mon talk, c'est parfait. Donc l'idée, c'est qu'il y a des règles à suivre, mais ce que je vais vous expliquer après, c'est des choses que vous n'allez pas trouver dans ce guideline, dans ce document. Donc, je me dis, allez, on va faire de l'API, je me lance. Le meilleur code qui existe, le meilleur code, c'est celui qui n'existe pas. Donc, l'idée, c'est de faire le moins d'API possible. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que votre code est là, vous ne pouvez plus le supprimer. En tout cas, pas facilement. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'aime pas cette fonction, je la renomme. J'ajoute un paramètre par ici. » Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée, c'est de minimiser l'API, la surface. L'API, il faut que ça soit minimal et il faut que ça soit simple. C'est pourquoi, comme je viens d'expliquer, ça permet d'avoir mieux maintenir la librairie, beaucoup plus facile à utiliser par vos utilisateurs, ainsi de suite. OK, maintenant on se dit, je sais ce que je dois mettre dans ma librairie. J'ai défini le scope. Je sais que je dois créer des API. Je sais que je ne dois pas écrire des API n'importe comment et me contrôler. C'est bon, c'est parfait. Alors là, ce n'est pas fini. Un autre problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de résoudre le même problème. En fait, votre API va résoudre un problème, mais ce problème-là, il y a plusieurs façons pour le résoudre. Un exemple ici que je donne là, c'est par exemple les requêtes HTTP. Pour tous ceux qui font de l'Android, il y a par exemple Retrofit, il y a OkHTTP. C'est deux librairies qui, a priori, permettent de résoudre le même problème, faire des requêtes HTTP, mais ça ne marche pas de la même façon, ça n'offre pas les mêmes primitives, ça ne marche pas pareil. Même si, en vrai, je pense que Retrofit utilise OkHTTP sous le capot, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est deux abstractions différentes
pour le même problème. Donc, ce qui se passe, et ça c'est d'après ma propre expérience, c'est qu'il y a plusieurs façons. En fait, ce graphe, déjà, il n'est pas du tout scientifique. C'est basé sur ce que moi, j'ai remarqué et ce que... et oui. mais l'idée, c'est que si votre... Je vais te prendre un exemple, encore une fois, pour les développeurs Android, ils savent, et la différence entre Dagger et Hilt. C'est des librairies qui font, a priori, résoudre le même problème, qui est l'injection des dépendances, mais un a beaucoup de primitifs. Il est très versatile, on peut faire avec tout ce qu'on veut, mais en même temps, dès le plus de code on ajoute, le plus compliqué ça devient. Et l'inverse, Hilt est beaucoup plus facile, mais on peut être limité sur les choses qu'on peut faire. Ben, la même chose pour les librairies HTTP, OK, HTTP, peu importe. Et peu importe le problème qu'on essaie de résoudre, et toujours, là on se retrouve avec un choix de se dire comment je design mon API. Normalement, idéalement, ce qu'on veut, c'est d'avoir les deux. Ça veut dire être capable de cibler en même temps les utilisateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui veulent juste quelque chose qui marche, et en même temps répondre aux utilisateurs qui veulent faire les choses fine-tuned de la façon qu'ils veulent. Le problème, c'est que mixer les deux dans la même librairie, ça vous donne des horreurs. Et je parle d'expérience là. Ça vous vous retrouvez avec des utilisateurs qui mixent un peu le tout, et ça devient difficile à débugger. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous dites, mais pourquoi elle utilise ça ici alors que ce n'est pas fait pour. En fait, mais normalement, l'idée, si on veut faire ça, l'idée, c'est d'avoir idéalement deux librairies qui permettent de faire ça. Une avec des... En fait, là, c'est exactement le cas de, par exemple, OKIO, OKHTTP et Retrofit. C'est trois librairies. Chacune travaille sur une couche, et les trois fonctionnent très bien. Parfois, ça n'a pas de sens d'avoir ce genre de niveau. Par exemple, ma librairie gzip, je ne vais pas faire trois librairies gzip pour faire la même chose. À gzip, je passe sur une chaîne de caractères, ça me donne ce que je veux, et voilà. Ok, maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Je sais comment designer mon API, et là, je me lance. Je vais ajouter plein de dépendances qui vont permettre de faire les choses bien. On minimise les dépendances. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez une dépendance, vous obligez vos utilisateurs à utiliser ces dépendances, et bonjour les problèmes de version, et bonjour les problèmes de compatibilité, ainsi de suite. Si vous êtes obligé à avoir une dépendance, il faut idéalement privilégier de l'ajouter en implémentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette librairie-là que vous avez ajoutée ne fait pas partie de leur public API. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Là, j'ai deux exemples. Dans le premier, dans le type de retour de fetch data, il y a OKHTTP. Ça veut dire quoi? Que automatiquement, tout l'API de OKHTTP fait maintenant partie de ma librairie. Je suis obligé de mettre ça disponible à mes utilisateurs. Le deuxième cas, non, j'utilise OKHTTP parce que je veux quand même faire des apps HTTP, mais c'est implementation detail ici. Parfois, on est obligé d'avoir des dépendances en public API, on n'a pas le choix. Par exemple, j'ai un cas où il me faut de l'accès I/O en multiplateforme. Tout ce qu'on peut utiliser, c'est OKIO. J'étais obligé d'avoir ça dans la public API et je l'ai ajouté, voilà. Parce que là, j'avais vraiment le choix. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais il faut que ça soit motivé. Alors, OK, bon, toujours pour les, comme j'ai dit, d'ailleurs, ça c'est un problème que j'ai eu une fois, là je ne parle même pas de librairie, je parle vraiment de Kotlin, une version de Kotlin. J'ai eu des cas d'utilisateurs qui me disent désolé, moi j'utilise Kotlin 1.7, je ne peux pas upgrade, je ne peux pas utiliser ta librairie, fais une release pour moi. Donc, vous avez imaginé que je ne l'ai pas fait, bien entendu, parce que ça va être compliqué de maintenir déjà deux versions avec tout ce qui va avec. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que les dépendances, elles ont un coût. Takeaways. 1. Si on veut faire une librairie, on cherche à résoudre un problème et on le fait bien. 2. On minimise l'API et les dépendances. 3. Jetez un coup d'œil quand même sur le API Guideline, c'est très bien. Et le dernier point, c'est de regarder, décider c'est quoi la stratégie pour ma librairie. Est-ce que je veux fournir c'est qui ma cible? Est-ce que c'est des développeurs débutants? C'est des développeurs un peu avancés qui savent quoi faire, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. OK. Maintenant qu'on a
qu'on a commencé à faire notre API, j'ai écrit là vous commencez à écrire du Kotlin très beau, joli. Après vous vous dites, en fait c'est ce code-là, joli et parfait, que certainement mes utilisateurs vont avoir en tant que livrable. Lorsque vous faites du développement pour Kotlin JVM, ce que vous livrez en fin de compte, c'est des jars. Et ces jars, ça contient quoi? Du bytecode. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre code, il va subir pas mal de transformations pour qu'il soit utilisable par d'autres utilisateurs et que les choix de l'API qu'ils font, ils ont un impact aussi sur ça et des problèmes de compatibilité. Un exemple, c'est que ici, imaginons qu'on a, d'abord j'ai introduit un nouveau terme, API et IBI. IBI, c'est pour Application Binary Interface. Ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, lorsqu'on ajoute une nouvelle fonction, d'abord, parce que là on parle on a du rouge par-ci, par-là, qu'est-ce que c'est un break-in change? Un break-in change, c'est lorsque on modifie quelque chose dans l'API, dans le public API. Cette modification, ça peut être renommer une fonction, modifier quoi que ce soit, n'importe quelle modification est considérée comme un break-in change. Seuls les ajouts ne sont pas considérés comme des break-in change. Voilà. Donc, lorsqu'on ajoute une nouvelle fonction, ce n'est pas un break-in change. Ça va ajouter une fonction normale dans notre code et ça va faire la même chose au niveau du bytecode généré à la fin. Renommer un paramètre, c'est on change l'API et les break-in change. Ajouter un paramètre à data class, normalement ça ne casse pas l'API, mais ça casse tellement l'API. On va regarder un exemple. Data class, on a user avec un name et âge. Après, quelqu'un va voir un petit message, j'ai un spécial use case où il me faut des informations, il me faut des informations en plus, il me faut un ID. Bon, déjà, à quoi ressemble la classe qu'on vient de faire? Ben, ça ressemble à ça. Au niveau bytecode, si je prends ce bytecode et je le transforme en Java, ça va vous faire le constructeur, les paramètres, tout ça, et vous allez à un moment avoir component 1, component 2, c'est ce qui vous permet de faire, comment on appelle ça pour Kotlin, destructing, voilà, exactement, et va vous générer le copy paramètre, ainsi de suite. Après, votre utilisateur vous plaît bien, vous dites, ok, je vais ajouter le paramètre qu'il demande à la fin, tout va bien. Et bien, vous avez cassé la backward compatibilité au niveau de l'ABI, au niveau du bytecode que vous avez généré. Vous allez avoir un paramètre en plus. Et le pire de ça, c'est que si votre utilisateur, parce que ça arrive, en fait, Gradle parfois, et même plein d'utilisateurs, pas que Gradle, c'est pas un problème de Gradle, mais ça arrive que des utilisateurs augmentent de version et qu'en fait le code derrière, il n'est pas du tout compilé. On ne compile pas l'ensemble. Tout n'est pas recompilé. Gradle se dit, ah, en fait, là, c'est un changement qui est normalement pas break-in change, c'est pas la peine de tout recompiler, et ça part. Et là, pendant l'exécution de votre application, bam, un crash au runtime. En fait, ça, vous allez l'avoir, si vous ne recompilez pas votre application, vous allez avoir un crash au runtime. C'est pire. OK. Là, vous vous dites, ici, je change un peu de stratégie. À la place d'ajouter ça à la fin, je vais l'ajouter au début. Je vais ajouter un constructeur qui ressemble à ma classe de départ, et tout va bien. Double faux. Alors là, vous avez cassé le copy, vous avez cassé le component, parce que là, vous voyez, le type de retour a changé. Tout est cassé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, regardez l'API Guidelines, ça dit évitez d'utiliser des data classes dans vos public API. Ça casse un peu je pense qu'il y a quelques années, il y avait le fameux mythe de comment on fait pour faire mieux que Java rapidement. Allez, vas-y, il y a quelqu'un qui crée le data class et de l'autre côté, quelqu'un qui fait les getters, les setters, voilà. En fait, le selling point de Kotlin à un moment, c'était data class, mais pour le développement de librairie, c'est pas du tout un atout. Il faut vraiment éviter d'utiliser les data classes. Voilà. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut absolument éviter de faire des break-in change parce que ça peut avoir un impact réel sur vos utilisateurs. Comme j'ai dit, et le pire, ils peuvent parfois ne pas détecter ça qu'à l'exécution, qu'à runtime.
Comment faire? Ben, il y a des outils comme ça, comme Binary Compatibility Validator, c'est très bien. Ça vous permet de dump l'API de votre librairie. Chaque fois que vous faites une nouvelle version, vous faites un diff des deux API et vous voyez, s'il y a du rouge, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Il faut avoir que des plus. Du rouge, ça veut dire une modification. Modification, breaking change, c'est mauvais. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, il y a un bug fixe, c'est critique, c'est important, on peut le faire. C'est à ce moment-là où la documentation est très très importante. Je vais revenir sur ça plus tard. Mais voilà. La deuxième chose, s'il faut changer de comportement, ajouter quelque chose, privilégier de déprécier l'ancien et ajouter le nouveau, par exemple, classe, fonction, ou peu importe, qui fait les choses bien. Malheureusement, vous serez toujours obligé de maintenir les deux jusqu'à ce que vous ayez une nouvelle version majeure, mais voilà. Mais au moins, ça vous permet en fait, la stdlib Kotlin, il fait ça tout le temps. Ça déprecate partout. Voilà. Mais au moins, c'est vrai que ça, c'est beaucoup mieux que des break and change. Dernière chose, c'est les semantic versioning. C'est que vos utilisateurs s'attendent à ce que lorsqu'ils augmentent de version de mineur, qu'il n'y a pas de breaking change. Si vos utilisateurs font ça et ils ont des breaking change, ils vont commencer à perdre patience, confiance et tout ça, et c'est pas bon. La réputation de votre librairie va chuter et les gens ne vont pas utiliser votre librairie parce que chaque fois qu'ils augmentent une version, et je pense qu'on a tous eu une expérience comme ça, on utilise une librairie, on change de version et bam, il n'y a plus rien qui marche, on ne sait pas pourquoi. Et bien, quelqu'un ne respecte pas les avoid breaking change, il n'a pas vu mon talk. Takeaways. Pour JVM, ce qu'on livre c'est du bytecode. Donc, il faut faire attention à ce que les breaking change soient évités au maximum. On a vu la différence entre l'API et IBI. Et finalement, comme je l'ai dit et je l'ai répété pendant plusieurs fois, il faut maximiser le backward compatibility. Kotlin multiperform. Aïe, aïe. Alors, sur cette partie-là, le problème, c'est que c'est un peu différent. C'est que le livrable, dans notre cas-là, c'est des jars et des calibres. Calibre, c'est un format, c'est des zip, tout simplement, qui contient une forme intermédiaire compilée de Kotlin. Et que malheureusement, on n'a pas assez de documentation là-dessus. Je sais, par exemple, juste en lisant les issues, qu'il y a une version 1, une version 2 et une version 3. Bien sûr, ça je ne savais même pas que ça existe si je n'avais pas regardé dans les issues de Kotlin, mais ça existe. Niveau documentation, il n'y a pas beaucoup de choses. Vous pouvez chercher sur la doc de Kotlin, vous allez trouver une petite page qui dit voilà le calibre et sa structure, c'est ça. Ça contient ce dossier, ça contient machin, et c'est fini. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais ce que je pense, c'est qu'il est safe de se dire on peut traiter le Kotlin, la partie. Tout ce qui est IR, tout ce qui n'est pas JVM, comme si on essaye juste de cibler l'API et qu'il n'y a pas d'API derrière. Un exemple, en fait, plein de langages utilisent la même technique. Tous les langages interprétés font ça. Go, Swift, peu importe. Ça, en fait, le livrable, il n'y a pas de forme intermédiaire qui est livrée. Ce qui est livré, c'est vraiment le code source elle-même. Et l'utilisateur va lui-même s'occuper de prendre ce code-là, le compiler dans son code, et ainsi de suite. Donc, en attendant que cet issue-là soit fermé, ça veut dire ajouter un moyen pour valider l'IBI des calibres. Pour le moment, on va se contenter de la validation code source. Et on verra plus tard, j'espère que ça va être ajouté dans l'outil très très prochainement. Ok, takeaways. Pour Kotlin multiplateforme, ça produit deux types d'artefacts. Pour JVM, ça produit des jars. Pour le reste, des calibres. Je pense à un moment, il y a quelques années, même par exemple pour Kotlin.js, c'était vraiment du JS compilé, généré, et des trucs comme ça. Je pense que ça a été déprécié depuis. Et on a maintenant, par exemple, Kotlin WASM qui vient, et je pense que le format aussi, ça va être du calibre généralement. Je ne sais pas si ça va être livrable, ça va être quoi. Peut-être si quelqu'un a l'information, ça serait génial. Mais en tout cas, voilà, ça va venir. Et la deuxième chose, c'est que Kotlin multiplateforme n'échappe pas à la règle.
il faut au minimum toujours s'assurer d'avoir une bonne backward compatibilité de l'API. Ok, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi faire une librairie, on sait c'est quoi notre livrable, qu'est-ce qu'on écrit, on sait comment écrire un API. Maintenant, comment on fait la publication et maintenir la librairie. Première chose, c'est que il y a plusieurs sujets là. Parce qu'une fois que vous avez votre librairie compilée et prête, en fait, ce n'est que le début. Vous allez vouloir ajouter plein de choses après, et que ça, c'est vraiment la base. Tout ce qui vient après, c'est là où ça devient plus compliqué. D'abord, tout ce qui est documentation. Une librairie sans documentation, sans test, ne sert absolument à rien. N'utilisez pas de librairie comme ça. Parce qu'on ne sait pas ce que ça fait. Les tests, une librairie sans test, sans documentation, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Pourquoi la documentation? Parce que c'est le premier point de contact de vos utilisateurs avec votre librairie. C'est comme ça qu'ils... Alors, une fois, je parle de moi-même, hein, c'est que chaque fois que j'écris du code Kotlin, je me dis, en fait, c'est très simple, n'importe qui peut lire ça et comprendre comment ça marche. Pas du tout, faux. S'il n'y a pas une documentation claire, vraiment, mais vraiment très très claire, vous allez perdre beaucoup d'utilisateurs. Les tests sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre à, valider le comportement de la librairie. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'API et tout ça. Vous pouvez avoir une API formidable. Si votre librairie ne fonctionne pas ou fonctionne 9 fois sur 10, c'est pas bon. Il faut que ça soit fonctionnel d'abord, puis un bon API qui fournit et tout ça. Donc, les tests vont vous permettre de valider, le comportement de votre librairie, et de deux, si vous faites des modifications, vos tests seront là pour vous dire, vous avez fait un changement, soit un break and change, parce que, au moins au niveau de l'API, ça vous allez le voir, et comme je viens de dire, le changement de comportement aussi, on peut détecter ça. Voilà. Deuxième chose, la release. Encore une fois, pour les releases, il faut absolument respecter les sémantiques versionines. Des features, c'est vraiment une mineur. Des fixes, c'est vraiment... les patchs et les bug fixes, c'est vraiment pour patch. Et si vous avez tellement de changements et que vous vous dites, allez, je me lance, à ce moment-là, ça va être une nouvelle version majeure. Et voilà. Il faut vraiment le respecter parce que c'est ce que vos utilisateurs vont prendre toujours en considération. Deuxième chose, changelog. C'est très important parce que ça permet à vos utilisateurs de savoir ce qui a changé entre les versions. Ça, c'est très important. Par exemple, si vous êtes obligé d'avoir un break and change parce que c'est un problème de sécurité, quelque chose de vraiment important, il faut le mentionner dans le changelog. D'ailleurs, une de mes habitudes, c'est avant d'aller augmenter les versions de mes dépendances, une des choses que je fais souvent, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur le changelog quand même, voir s'il n'y a pas quelque chose d'important à voir. Voilà. Troisième chose, les releases, il faut que ça soit planifié. J'ai eu, mais tellement de fois, quelqu'un qui me dit « S'il te plaît, ajoute-moi cette petite feature ici parce que j'en ai besoin. » C'est fait. Quelques moments après, fais-moi une release maintenant. Mais attends, en fait, j'ai eu, et ça encore une fois, c'est basé sur ma propre expérience, je peux me retrouver avec des couacs, où ça passe pas. J'ai un test qui a échoué, ben, allez, vas-y. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est là, c'est dehors, et c'est impossible de fixer quoi que ce soit. Et parfois, c'est même pas un test qui fait ou quoi que ce soit, tout est bien, mais il y a juste quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée, c'est de vraiment faire une vérification extensive, complète de votre librairie avant d'aller faire des releases, faire attention, ainsi de suite. Et un bonus, si vous faites des nightly, dans le cas de la JVM, je pense que c'est toujours tout ce qui est dash snapshot. Si vous faites des nightly, si vous faites une version majeure, vous laissez quand même le temps à vos utilisateurs en faisant des alphas, des bêtas. Et surtout, ça c'est utile si vous avez déjà une base d'utilisateurs qui utilisent déjà votre librairie et vous voulez leur donner, avoir leur feedback avant vraiment de se lancer vers un Vecto un peu plus compliqué. Troisième chose,
Troisième chose, c'est le feedback des utilisateurs. Toujours demander du feedback, c'est très très important. Vos utilisateurs vont vous aider avec les bug reports, vont vous aider avec des feature requests, même si parfois ces feature requests sont parfois très éloignés du besoin réel, mais au moins ça vous montre ce que votre utilisateur essaye de faire et qu'il n'arrive pas. Ça peut vous donner des idées. Soit l'orienter vers autre façon de faire ça, ou bien vous donner des billes comment améliorer votre librairie. Et si vous êtes assez chanceux, il y en a même qui vont vous faire des pull requests. Est-ce que c'est pas cool ça? Si votre librairie a assez d'adoption et que les gens commencent à utiliser, vous pouvez même avoir une communauté d'utilisateurs qui utilisent votre librairie. Ça crée un lien, voilà, c'est cool. Donc, key takeaways. Comme j'ai dit, respecter Semantic Virginie, je pense que c'est la troisième fois que j'ai ça dans un slide. Il y a une bonne raison pour le faire. Ajouter, comme j'ai dit, des tests et de la documentation, et bien entendu, de la documentation. Et toujours demander du feedback et pourquoi pas de la contribution de la part de vos utilisateurs. Summary. Si je vous ai perdu à n'importe quel moment du talk, voilà, c'est le slide où il y a tout. Lorsqu'on design une librairie, on va essayer de garder le focus sur le problème qu'on essaye de résoudre. 2, suivre les API guidelines autant qu'on peut. Respecter les sémantiques Virgilines parce que c'est important, parce que c'est ce que vos utilisateurs vont avoir au quotidien. Et aussi, pour les releases, être vraiment discipliné par rapport à ça. Les tests et les documentations, je peux dire ça, je peux faire un slide où il n'y a que ça. Je vais le répéter, fin slide que avec documentation et tests. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que pas mal de fois, il y a des librairies qui manquent horriblement de ça. Et finalement, demander du feedback, c'est important, ça vous permet d'améliorer votre librairie. Et voilà. Et ben, c'est tout. Merci. J'ai fait. Le temps, c'est bon? Ok, on est bon. Mais on a le temps pour des questions. Allez. Vas-y. Ajouter une fonction, c'est pas toujours safe si c'est dans une interface ou une classe abstraite. Non? Pense à répéter. Est-ce que c'est safe d'ajouter une fonction si... Dans une interface ou dans une classe abstraite? Dans une interface ou dans une classe interface. Oui, bien sûr. Abstract dans une classe abstraite. Oui, mais c'est tout à fait... Tu as tout à fait raison, parce que tous les utilisateurs qui utilisent ton interface, ils seront obligés, eux aussi, d'implémenter la fonction que vous venez d'ajouter. Normal. C'est pour ça, d'ailleurs, une des guidelines que JetBrains a écrit dans la documentation, c'est d'utiliser sealed interfaces. Ils l'ont répété, je pense, 2 fois. Et une bonne raison, c'est que vous voulez, si vous utilisez des interfaces dans votre code, assurez-vous que d'autres gens ne vont pas dépendre de ça. 2, si vous voulez vraiment fournir une interface que d'autres utilisateurs vont utiliser, il faut vraiment éviter d'ajouter n'importe quoi. En fait, à chaque impact, chaque changement de API, la première question, c'est de se dire, l'utilisateur qui va augmenter ma version, qu'est-ce qu'il va avoir comme retour sur place? Et effectivement, il ne faut absolument pas faire ça. Question, oui. On peut pas faire ça avec du JVM default maintenant, là, ça marche pas ça? Ça, c'est... Est-ce que c'est possible de résoudre ça en utilisant default? C'est très bien comme question et c'est vrai, on peut faire ça. D'ailleurs, si on ajoute une fonction et qu'on ajoute une implémentation par défaut, ben normalement, ça ne casse pas pour les utilisateurs qui vont utiliser votre interface. Et normalement, ça passe. Ben normalement, la même chose si on ajoute des paramètres. Si on ajoute des paramètres et que c'est des paramètres qui ont déjà une valeur par défaut, votre utilisateur n'aura pas, bien sûr, sauf si c'est des data classes, si c'est des fonctions, ça va aller. Ça ne cassera pas l'API. Ça ne cassera pas l'API, d'après ce que je sais. API, binary. Ah, binary, bah oui.
Eh ben là, peut-être j'ai mal entendu, c'est API ou IBI? Binary, ABI. Ah, IBI, je pense que si. Je pense que si. À vérifier. Mais en tout cas, normalement, la meilleure façon de faire ça, on ne se casse pas trop la tête. Parce qu'il y a tellement de edge case. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des local classes? Est-ce que ça fait partie de l'API ou pas? Ça, c'est une question, ça. Non. La réponse, c'est vraiment non. Il y a plein de cas comme ça. Et du coup, la meilleure façon que j'ai trouvée comme solution à ça, c'est d'avoir des outils qui vont vérifier derrière moi tout ce que je fais. C'est pour ça, l'outil, par exemple, de la validation de binary compatibilité, je fais des modifications et je regarde vite fait qu'est-ce que ça a comme impact. Si ça passe, si tout est vert, tout est bon. Si c'est du rouge, c'est que je ne dois pas faire ça. Voilà. Le problème, c'est que même, même avant ça, même au niveau de documentation, c'était compliqué de trouver de la documentation sur ça. Et du coup, la meilleure façon qu'on avait, c'était justement d'utiliser des outils qui nous permettent en fait de répondre à tous ces edge cases. Bon, il y en a tellement. Et voilà. N'oublie pas de répéter cette question. Allez-y. Est-ce qu'il y a moyen d'intégrer l'outil dont tu parles de binary compatibility dans une CI pour automatiquement fail un build si jamais on a fait un breaking change sans le faire exprès? Alors la question c'était, est-ce que ça serait possible d'avoir cet outil-là qui vérifie la binary compatibilité dans une CI? La réponse c'est oui. C'est même très très recommandé d'avoir ça et ça permet de justement vérifier ça avant de faire n'importe quelle release. C'est cool, ça vous permet de avoir le diff immédiatement et vous pouvez immédiatement vérifier s'il y a des suppressions dans ce diff. Mais au-delà de la vérification, est-ce que ça peut fail si ça passe pas? Bien sûr, quand tu fais les deux, en fait ce qui se passe c'est que l'outil va générer une nouvelle version de l'API, vous avez déjà l'ancien, et il y a plein d'outils pour comparer deux fichiers, c'est pas le plus compliqué. Un diff, ça existe par défaut, je pense, dans Linux. Ça vous permet de valider s'il y a des différences, s'il y a des suppressions surtout, des modifications entre les deux versions. Et à ce moment-là, vous pouvez faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? On a un débat ici parce que, Allez-y. en vrai, on se dit que ça fail s'il y a une différence dans les fichiers, mais si tu rajoutes une fonction, par exemple, ça va fail. Ouais. Ça te montre par contre s'il y a un truc sous-jacent qui a été bougé, par exemple une data C'est ça. tu crois, tu rajoutes juste un truc et il te montre qu'en fait il change la signature de la copie comme il montrait, c'est ça l'intérêt. Bon, alors là, je vous annonce que la captation, il n'y a rien. Sinon, on n'a pas un micro pour l'audience. Bah ça serait. Bah, je vous donne les micros sinon. Non, mais c'est pour la captation, ça ne marchera pas. Ok. Non, mais en gros, On en discute après. Il faut quand même réfléchir à chaque fois, il faut regarder le diff et voir si c'est vraiment rectiligne ou pas rectiligne. Oui, mais ça fait un peu, c'est un peu le challenge. C'est pour ça au tout début, j'ai parlé du concept de minimiser l'API, parce que le moins de code que vous avez, ça veut dire moins de diff à checker, et pour les modifications après, vous avez un environnement un peu plus contrôlé que vous pouvez vraiment vérifier et valider. C'est pour ça, j'ai répété ça plusieurs fois, le meilleur code, c'est le code qui n'existe pas. Et du coup, c'est la même chose pour les librairies. Et ça vous permet d'éviter pas mal de ces cas-là. Et voilà.